Première séance aujourd'hui de commission spéciale Covid. Les masques, les tests, le confinement, la sortie du confinement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché? La mission des députés membres de la commission est de nous préparer à réagir au mieux pour les possibles prochaines épidémies. Étudier pour la seconde cesse dans un code mal isolé, c'est une traversée du désert pour les étudiants quand le mercure dépasse les 30 degrés. Code orange aujourd'hui, soyons toutes et tous vigilants. L'IRM pourrait décréter le code rouge pour les jours à venir. Les autorités ne font rien pour nous, c'est le sentiment d'une bonne partie de la population libanaise. Après les explosions au port de Beyrouth, les soldats déployés ne font que regarder les civils déblayer les rues et les trottoirs. Heureusement, la solidarité citoyenne pallie les lacunes de la gouvernance. On l'a entendu, il va faire chaud aujourd'hui. Le point sur la météo en quelques mots avec vous, Terry Lemens. Ciel bien bleu, soleil éclatant, des températures qui vont encore grimper cet après-midi pour atteindre 34 à 35 degrés sur le centre. Ça reste un peu moins chaud au littoral, 31 degrés. François Kirsch nous présente le journal de 8h. Bonjour François. Bonjour. On commence avec cette réunion ce matin à 10h de la commission spéciale de la Chambre. Elle est chargée de faire la lumière sur la gestion de l'épidémie. En tirer les enseignements pour mieux anticiper une éventuelle nouvelle crise sanitaire. Rudy Hermans, la séance d'aujourd'hui, c'est un premier tour de chauffe avant le véritable début des travaux et des auditions à la rentrée. Oui, ce matin, les députés qui composent cette commission spéciale auront un premier échange de vues avec les experts qui ont accepté de les épauler. Et puis, avant d'entamer réellement leurs travaux, les députés attendent encore de très nombreux documents. Ils les ont réclamés auprès du gouvernement fédéral et de diverses institutions publiques pour tout connaître, notamment du dossier des masques, des tests, du suivi des contacts et des décisions ministérielles depuis le début de la pandémie. Et à partir de septembre, les premières auditions devraient avoir lieu, entre autres celle de certains ministres du gouvernement fédéral. Objectif, analyser la gestion de la crise et en tirer un maximum d'enseignements. Patrick Prévost, député PS, rapporteur de cette commission. Il faudra donc mener un travail sérieux à charge et à décharge et il faudra évidemment pointer les difficultés, les manquements et les erreurs, mais il faudra aussi pouvoir se préparer à une éventuelle deuxième vague, mais également à toute autre pandémie qui pourrait toucher notre pays dans les années à venir. Mathieu Billet, également rapporteur et député MR, de la majorité donc, mais pas question, dit-il, de servir de tampon entre le gouvernement et le Parlement. On a un seul mot d'ordre, c'est la transparence, toute la transparence et rien que la transparence. Les membres de la commission spéciale Covid-19 de la Chambre ne se sont pas fixés de calendrier, mais le but est de boucler les travaux avant l'été prochain. Les chiffres présentés chaque jour par Cienzano permettent-ils de cerner au mieux l'évolution de l'épidémie? Jusqu'à présent, non, de l'avis de plusieurs experts. Cela va changer. À partir d'aujourd'hui, plusieurs nouvelles données seront dévoilées, comme le taux de positivité, à savoir le pourcentage de tests positifs sur le nombre total de tests effectué. Dans l'entreprise de transformation de viande Westvlees à Staden en Flandre occidentale, le nombre de tests positifs a augmenté. 67 employés de la salle de découpe ont été infectés. Plus de 200 ont été mis en quarantaine. Les autorités locales ne savent pas pour le moment où habitent les 67 cas positifs. Il est possible qu'il y en ait beaucoup qui vivent en France. Plus de 200 vaccins sont actuellement à l'étude dans le monde, des vaccins pour lutter contre le Covid-19. L'un d'entre eux, le vaccin du laboratoire allemand CureVac, est testé en ce moment sur une cinquantaine de volontaires belges. Ils doivent avoir entre 18 et 60 ans maximum et être en bonne santé. Lucie Dendoven nous emmène au centre de vaccinologie de l'université de Gand, où certains volontaires ont reçu la seconde dose de leur vaccin. Annick a 60 ans. Aujourd'hui, elle se fait injecter une seconde dose de vaccin CureVac. À la première, elle n'a ressenti aucun symptôme. Il n'empêche, elle fait l'objet d'une batterie de contrôle. Tension, température, prise de sang. Après l'injection, elle doit encore attendre 4 heures avant de pouvoir sortir. Annick de Waal. Il peut arriver que des choses inattendues se passent. Et puis, ils doivent être là pour hospitaliser. C'est pourquoi c'est important de rester ici si longtemps. Comme tous les autres volontaires, Annick doit habiter à moins de 20 km du centre de vaccinologie de Lucent. Elle peut appeler un numéro 24 heures sur 24 en cas de problème. Annick participe à la première phase d'essai clinique du vaccin, celle qui teste la toxicité du vaccin et surtout la réponse immunitaire des participants. Jusqu'à présent, elle est plutôt bonne. Mais ne risque-t-elle pas de diminuer au fil du temps? Jean Stéphane, président du conseil de surveillance CureVac. Si vous voulez, le vaccin a comme objectif de bien stimuler la mémoire immunitaire de l'individu, ce que la maladie naturelle ne fait pas.
Pour vérifier que leur réponse immunitaire ne diminue pas au fil du temps, les volontaires seront suivis pendant 13 mois avec des prises de sang régulières. Ils reçoivent 1 000 € d'indemnité. Les voyageurs qui viennent de Belgique devront observer une quarantaine de 2 semaines à leur arrivée au Royaume-Uni à partir de demain. Les autorités britanniques évoquent une importante augmentation des cas de coronavirus en Belgique. Sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Flandre est passée au orange foncé. Le stade juste avant le rouge, donc, parce que la région compte plus de 60 nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants au cours des 2 dernières semaines. La Wallonie reste en orange clair. Encore du orange avec cet avertissement lancé par l'IRM pour aujourd'hui. Pour tout le pays, sauf au littoral, et ce sera peut-être le code rouge pour les jours suivants. L'Institut Royal Météorologique nous conseille de boire régulièrement, de nous habiller et de manger léger, ou encore de laisser la chaleur dehors en fermant portes et fenêtres. Le mercure atteindra 35 degrés aujourd'hui dans le centre du pays. C'est bientôt la 2e session dans le supérieur. Pas facile de se concentrer sur ces syllabus pour les étudiants dans des codes souvent mal isolés. Reportage à Louvain-la-Neuve de Jean-Claude Denuy. C'est pas possible d'étudier sous des conditions pareilles, quoi. 25, 30, 35 degrés sous des toits mal isolés. Pour bon nombre d'étudiants, pas facile d'étudier en ce moment. C'est assez compliqué, il fait chaud, beaucoup de soleil, pas beaucoup aéré. Voilà, c'est pas très soutenable non plus, on peut pas aller en bibliothèque sans masque. Donc c'est compliqué pour l'instant. J'étudie plutôt dans le communautaire parce que le soleil donne pas trop dessus, mais dans la chambre c'est pas possible, quoi. Il fait vraiment trop chaud. Courant d'air, ventilateur, boissons rafraîchissantes, chacun essaye de trouver des solutions. Ça demande une rigueur supplémentaire, donc de faire attention le matin, bien toit aéré, fermer ses tentures aux périodes où les rayons du soleil tapent sur la fenêtre. On ouvre la baie vitrée, on se met à l'ombre bien sûr. D'autres quittent leur côte. L'université met à disposition des salles climatisées qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De son côté, l'Assemblée générale des étudiants de Louvain plaide pour des côtes mieux isolées. Henri Maas, coprésident. Il y a un travail qui est fait depuis un petit temps de la part de l'université sur cette isolation. Mais en fait, il y a encore un travail immense qui est à faire. L'ASBL Université rappelle que l'alcool accentue la déshydratation. Martin Deduve, directeur. La déshydratation provoque une perte de capacité de mémorisation, de planification, de pensée abstraite et de concentration. Chaleur, Covid, stress, l'université rappelle qu'elle peut venir en aide aux étudiants en difficulté. Cela dit, beaucoup d'étudiants ont choisi de préparer leur seconde session chez leurs parents ou des proches. Si vous voulez aller vous rafraîchir au lac de l'Odeur, respectez les consignes sanitaires. Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du site, mais très peu de visiteurs respectent cette obligation. Le bourgmestre de Froidchapelle menace de fermer le site si ça ne change pas. C'est une info de Sud Presse. Ostende a mis en place un système de réservation pour ces 3 plages les plus fréquentées jusque mercredi prochain. Et pour demain, 2 plages sont déjà complètes. Il y a encore de la place pour la 3e, mais sur cette plage-là, interdit de se baigner. 8h08 sur la première, la colère monte au Liban. Après les explosions qui ont ravagé la moitié de Beyrouth, tué plus de 140 personnes et blessé 5000 autres, selon le dernier bilan. Les forces de l'ordre libanaises ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifestants qui ont vandalisé des magasins et jeté des pierres sur les policiers dans le quartier du Parlement. Nous avons recueilli le témoignage d'une jeune Belge, Maureen, qui vit à Beyrouth. Alors l'ambiance chez les habitants, les gens nettoient, les gens balayent. Il n'y a que des bruits de verre. Et parmi les différents sentiments, c'est clairement la colère qui prédomine. Les gens sont vraiment très très en colère et pour de très très bonnes raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de détresse. Il y a quand même 300 000 personnes sans domicile. Donc une partie d'elles arrive à partir en dehors de Beyrouth parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur maison pour les accueillir, etc. Il y a énormément de solidarité, les gens viennent nettoyer, il y a énormément de volontaires dans les rues pour balayer, parce que le gouvernement n'a pas envoyé une seule personne, à part des militaires. Un témoignage recueilli par Françoise Walmack. Les Libanais se sentent abandonnés par leurs élites. Notre correspondante au Liban, Sophie Guignon, nous le confirme. Ce matin, tendez bien l'oreille, la communication n'est pas optimale avec Beyrouth. Il s'agit donc d'une double faillite pour l'État qui n'a pas su protéger sa population pour prévenir une telle catastrophe. Mais en plus de cela, aucune aide d'État n'arrive dans les zones sinistres.
L'armée, par exemple, se contente d'ériger des barrages autour des quartiers de Jemaisé et de Marmichael, qui font partie des plus sinistrés, et regarde les gens déblayer leurs maisons et les bénévoles affluer de tout le pays pour venir prêter main forte aux personnes dont les maisons ont été soufflées. Cette catastrophe pourrait relancer le mouvement de contestation du mois d'octobre 2019. Ces derniers jours, des tentes se sont reformées sur la place des Martyrs, qui est l'épicentre de la contestation. Cette catastrophe est un point de non-retour, car il faut imaginer qu'une reconstruction des appartements, des maisons, va s'annoncer extrêmement difficile, puisque l'argent des Libanais est bloqué par les banques à cause du contrôle des capitaux mis en place depuis un an, depuis la crise économique. Et Sophie Guignon, notre correspondante au Liban. Demain, une grande manifestation est prévue à Beyrouth. Sachez aussi qu'au moins 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des autorités douanières ont été placés en détention dans le cadre de l'enquête. La Côte d'Ivoire a présenté sa première armée verte. Une brigade spéciale de 650 soldats chargés de lutter contre la déforestation et la criminalité forestière. Les soldats se sont donnés pour mot d'ordre: la forêt est sacrée, je dois la protéger et m'engager à la défendre, même au péril de ma vie. La Côte d'Ivoire a perdu 4/5 de sa forêt en 50 ans, à cause notamment du développement des plantations de cacao. Plus de 5 millions d'arbres doivent être plantés cette année. Le philosophe français Bernard Stiegler est mort à l'âge de 68 ans. C'était l'un des grands noms de la philosophie contemporaine et un spécialiste des nouvelles technologies, un itinéraire hors du commun pour un homme qui se battait pour le savoir, Michel Lagaz. Oui, Bernard Stiegler a eu plusieurs vies. Né dans un petit hameau de la grande banlieue parisienne, il vit dans un milieu ouvrier. Une fois à Sarcelles, il découvre le Parti communiste auquel il adhère. Changement de décor, ses parents arrivent dans le 16e arrondissement de Paris, cela en pleine guerre d'Algérie, choc des cultures au lycée. Mais 68, les manifestations l'empêchent d'avoir son bac. Stiegler croit à la possibilité de changer la société, une ambition portée par le Parti communiste. Il croit à l'émancipation par la culture, le cinéma et surtout la musique, le jazz. Pas d'études, des petits boulots, et puis l'achat d'un resto pourri à Toulouse. La raison de ses futurs braquages, il vole 4 fois, puis se fait arrêter, 5 ans de prison. Et là, les livres viennent à lui, le sauvent, la transmission du savoir. Il passe des examens à sa sortie. Ce savoir acquis lui ouvre de nombreuses portes et un appétit d'écrire 3 à 4 livres par an. Des livres notamment pour dénoncer l'influence des nouvelles technologies sur le savoir. Les savoirs, ça se transforme d'abord de manière exemplaire. C'est les profs qui vous transmettent des savoirs. S'ils ont une capacité à vous les transmettre de manière exemplaire. C'est aussi vos parents. C'est vos entraîneurs de football qui savent bien jouer au foot. Il faut réapprendre à vivre. Les gens ne savent plus vivre. Les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoirs théoriques, spirituels, etc. ont été détruits. Il faut les remettre au cœur de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on a 30 ans. En fait, c'est ce que disait le GIEC déjà dans son rapport de 2014. On a 30 ans pour changer la situation si on veut que la vie existe toujours sur Terre au siècle prochain. Et donc, il faut beaucoup de savoir. Bernard Stiegler a invité le Pascal Claude dans l'émission Quel monde on vit, inventeur de mots, donc il n'avait pas trouvé celui pour le savoir mourir. Il est mort à l'âge de 68 ans, Bernard Stiegler. En foot, la Ligue des Champions revient après presque 5 mois d'absence. Aujourd'hui et demain seront disputés les derniers 8e de finale retour. Ce soir, Manchester City reçoit le Real Madrid avec plusieurs diables rouges sur le terrain. Donc, l'autre match du jour opposera la Juventus à Lyon. C'était le journal de 8h présenté par François Kirsch. Prochain point sur l'info à 8h30 sur la première. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. À 8h14, Virginie Defax, est-ce que c'est toujours aussi calme sur nos routes ? Eh bien oui, c'est assez fluide pour l'instant. On observe quelques légers ralentissements sur le ring de Bruxelles ainsi que dans les chantiers en cours. Un objet encombrant à vous signaler sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Coutouin. La bande de gauche est encombrée par un saut en direction de Liège. Et on gagne encore quelques degrés aujourd'hui, Thierry Lemens. Oui, effectivement, plus 3 degrés pour le centre du pays par rapport à hier en milieu de matinée. 29 degrés attendus, 27 au littoral et dans le sud de la province de Luxembourg. Ça va encore grimper dans le courant de l'après-midi avec des valeurs de 34 à 35 degrés sur le centre, 31 pour la côte, 30 à 32 degrés pour les hauteurs de l'Ardenne, toujours sous un ciel bien bleu et un soleil qui reste éclatant. Pour demain, ça se confirme, ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec des maxima de 36 à 37 degrés dans le centre. On ira jusqu'à 38 en camping. On garde de 31 degrés pour le littoral, avec quelques nuages élevés qui pourraient apparaître sans réelle conséquence. 32 à 35 degrés en ce qui concerne les hauteurs de l'Ardenne. 6h, 8h30. Matin première,
Anne-Sophie Bruyndanks. Et voici qu'il est déjà 8h14, plus qu'un petit quart d'heure, un gros quart d'heure à passer ensemble. Les Matins Premières, ce sera déjà fini pour cette semaine. Dans un instant, le point de vue de Frédéric Bréban de l'équipe des Décodeurs. Il nous parlera des publicitaires qui ont dû se réinventer pendant cette crise sanitaire. Et certains ont fait preuve de beaucoup d'imagination, vous le verrez, même s'il leur a fallu un peu de temps pour y arriver. Benjamin Verpoorten nous revient aussi avec la revue de presse. Il a cette fois lu les éditos du jour. Vous entendrez que le journal Le Soir est optimiste car la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 avance plutôt bien. Et puis Quentin Jardon, rédacteur en chef adjoint du magazine Wilfred, viendra lui nous parler d'un dossier sur la menace de l'effondrement de notre modèle économique, social, politique. Est-ce que ce monde est sérieux? C'est le titre de ce dossier où le journaliste est allé à la rencontre de 8 collapsologues des temps modernes. On va dire ça comme ça. Et bonjour Frédéric Bréban. Bonjour Anne-Sophie. Avec vous, on a l'habitude de décortiquer l'actualité de la pub et du marketing dans les Décodeurs du vendredi. Aujourd'hui, vous allez essayer de nous dresser une espèce de bilan créatif sous Covid. Oui, vous savez Anne-Sophie que la pub est un sujet très clivant. Je sais que sur la première, de nombreux auditeurs la détestent, d'autres en revanche l'adorent, surtout lorsqu'ils travaillent dans le secteur du marketing. Et puis, il y a une grosse majorité de gens qui, comme moi, sont partagés. Des gens qui déplorent d'un côté la pauvreté ou la niaiserie de certaines campagnes publicitaires, surtout en radio, mais qui salue d'un autre côté la grande créativité de certaines publicités dans les magazines, en télé ou sur les réseaux sociaux. Je suis personnellement de ceux qui trouvent que parfois la pub peut flirter avec l'art, mais vous conviendrez que ces derniers mois, les directeurs artistiques et autres créatifs d'agents